J'aime à penser que ces applaudissements sont pour moi. Je vous remercie. Mais avant qu'on accueille la cuisinière qui va succéder sur cette grande scène, voilà, on va juste en dire un petit mot. On est très heureux. Son restaurant est un tout jeune restaurant. Quelques semaines, à peine, je crois, autour de début août, qu'il a ouvert. C'est un restaurant qui va marquer probablement cette édition d'Omnivore et je ne doute pas qu'il marque également la belle ville de Marseille dans laquelle il est situé. Vous allez voir, on va bien s'amuser sur cette démonstration. Et avant de commencer, applaudissez Laetitia Wyss, la femme du boucher à Marseille. Bienvenue. Bienvenue Laetitia. Visiblement, bonjour à tous, merci d'être là. Tu as tu as une team dans la salle qui sont venus ou... Ah oui, je les connais tous jusqu'au fond, je crois d'ailleurs. Ah, jusqu'au fond. Ouais. Bon, écoute, on est très heureux donc de t'accueillir. Est-ce que tu peux nous présenter également ta camarade de jeu? Oui, bien sûr. Donc c'est Céleste, c'est la sous-chef de Thomas Brachet aux Arlots, où j'ai fait Céleste. Voilà, un joli passage de 2 ans et elle a pris ma place que j'ai essayé de lui laisser la plus chaude possible. Et je suis très contente de cuisiner avec elle. Voilà, c'est une première, donc. Super. Bon, les Arlots, on connaît ce bistrot parisien, voilà, un canaille si on peut dire, avec un esprit où il n'y a pas que de la saucisse purée, hein, il faut le rappeler. Qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que tu as eu envie de ramener justement à Marseille? Je suis arrivée à Marseille dans une ville de poissons où il n'y avait pas beaucoup de place pour la cochonaille, mais beaucoup d'amateurs. Et c'est ce que Thomas Brachet du coup m'avait appris, donc à tout faire soi-même. Parce qu'en fait, c'est pas si compliqué, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est très chronophage, c'est vrai, ça demande du temps. Quand tu dis pas si chronophage, c'est d'utiliser le cochon pour en faire des saucisses, des charcuteries, des boudins, un travail de charcutier au-delà d'un travail de boucher. Oui, c'est long, mais ça vaut vraiment le coup parce que le rendu n'est pas le même et puis il y a un peu une fierté aussi de servir des choses qu'on a fait de A à Z. Donc voilà, c'est ce que Thomas m'a appris en grande partie parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Très bien. Alors, le restaurant s'appelle donc La Femme du Boucher. On n'y sert que de la viande? Oui. Que de la viande, des abats, de la charcuterie. Et donc on t'envoie des pavés, les véganes t'envoient des... Voilà. Ouais. Il y a un combat d'ouvrir un restaurant de viande en 2020. Il y a un engagement qui est très fort. Qu'est-ce que tu as eu envie justement de... Pourquoi ce choix? Alors évidemment, la ville de poisson, Marseille, la bouillabaisse et compagnie, on imagine qu'il y avait une opportunité aussi peut-être d'ouvrir un restaurant de viande avec une proposition un peu différente. Il y avait de la place déjà, personne ne faisait ça vraiment à Marseille, donc il y avait une opportunité. Il y avait le fait que moi j'aime beaucoup en manger. Après, j'incite pas les gens à manger plus, mais j'incite les gens à s'orienter vers une viande de qualité, ce qui n'était pas forcément représenté à Marseille. Donc, et puis surtout, en cette période de véganisme, j'avais envie de montrer qu'on pouvait manger de la viande et être quelqu'un de bien, c'est possible, on n'est pas obligé. On n'en doute pas, on n'en doute pas, on n'en doute pas. Est-ce que tu peux, voilà, tu es une jeune cuisinière, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire, ton parcours? Tu es dans une famille, voilà, avec voilà, des artistes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça? Moi, je suis née dans une famille de chanteurs d'opéra, donc rien à voir. J'ai beaucoup voyagé, donc j'ai eu la chance de... Qui était basée où, cette famille? À Paris. À Paris. À Paris, ouais. Donc c'était les chanteurs d'opéra de Paris? D'opéra de Paris un peu partout, parce qu'ils étaient sûr. souvent en tournée, donc ça me permettait de voyager avec eux, de goûter des cuisines différentes, de voir beaucoup de cultures différentes. Et j'ai voulu faire de la cuisine très vite, donc je suis rentrée à Ferrandi, j'ai fait 4 ans d'études là-bas, avec tous les gastros, les étoilés qui y sont rattachés. Et assez vite, en fait, je me suis pas sentie à ma place pour un tas de raisons, de par ma féminité, de par le fait qu'il y a une pression qui pour moi ne correspond pas à la générosité de la cuisine, enfin en tout cas de l'image que j'en ai. D'accord. Et donc je me suis orientée vers le bistrot parce que ça a déjà été une rencontre avec Thomas, avec Thibaut Tournaire aussi qui a beaucoup changé ma vie sur ce virage, et des mecs qui m'ont appris que la grande cuisine ne se limitait pas forcément aux étoiles et à la toque. Et donc quand tu dis que tu n'étais pas à ta place, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas évident d'être une fille en cuisine. En fait, c'est pas évident de faire partie d'une minorité. En général, la femme est la minorité en cuisine, mais après, ça peut passer par la couleur de peau, la sexualité. En fait, le harcèlement, il est pas, voilà, c'est plus un mythe, il existe. Et on m'a souvent dit que j'avais pas ma place, juste par ma condition. Et heureusement, j'ai eu la chance de rencontrer des chefs qui m'ont rattrapée à plusieurs moments où j'ai voulu jeter mon tablier. Pour ces raisons-là.
Et j'ai continué, j'ai persévéré. Et aujourd'hui, le message que j'ai à faire passer, c'est que tout le monde a sa place. C'est juste une question de passion, de persévérance et de rencontre. Donc voilà. Et comment Marseille t'a accueilli, toi? Marseille, Ouais. j'ai atterri un peu par hasard. Et en fait, je suis tombée amoureuse de la ville. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles. Donc Annetor, par exemple, m'a mis dans les pattes d'Emmanuel Perrodin. Et c'est de là que tout a commencé. En fait, un réseau assez florissant et merveilleux de chefs qui voient les choses différemment. Pas par provocation, mais juste parce que, en fait, on n'est pas obligé de faire tous la même chose. Et donc, je me suis dit que j'avais ma place là-bas, vraiment. Très bien. Et alors, qu'est-ce que tu as ramené de Marseille? Il y a des drôles de produits là-bas. Est-ce que tu peux nous les ramener au centre et tu nous expliques un peu ce que tu as voulu faire? Oui, alors... Je suis désolée pour ceux à qui ça va faire peur, mais... Donc, j'ai ramené des saucisses. Ça fait pas peur. Ça fait pas peur. J'ai ramené... Oui. Prenons le temps. La saucisse, Annetor, coucou. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est toi qui fais cette saucisse? Pourquoi il y a une espèce de mythe autour de la saucisse que c'est quasiment un truc qu'on ne peut pas faire quand on est un cuisinier? C'est seulement les charcutiers qui sont habilités, si on peut dire, à faire leur saucisse. C'est très facile. En fait, c'est un peu comme, pour moi, la charcuterie, c'est entre la pâtisserie et la cuisine, c'est-à-dire qu'il y a une part de rigueur et de pesée qu'on ne peut pas improviser. Ok. Moi, ça fait des années que je fais de la saucisse. Je pèse toujours tout ce que je fais parce que 1 gramme de sel en trop, c'est pas bon. 1 gramme de sel en moins, c'est pas bon. Okay. Donc, c'est juste se dire qu'on a une part de création qui est possible, puisqu'on peut mettre n'importe quoi dans un boyau, mais l'assaisonnement, on peut pas l'improviser. Donc voilà. Après, le reste, la technique, on le montre une fois et n'importe quel cuisinier qui a un tout petit peu de technique sur le reste y arrivera. Ok. Céleste, ça te parle aussi, toi, la saucisse aux arlots? Céleste, on a fait pas mal aux arlots, je pense. 2 ans que je suis dans la saucisse. 2 ans dans la saucisse. Ok, donc on a 2 grandes saucissologues voilà. sur cette scène. Très bien. Donc tu as voulu les apporter parce que tu vas les cuisiner ou c'était juste pour nous les montrer? J'ai voulu les apporter pour montrer qu'en fait, sur la charcuterie, tout est déclinable et réutilisable. Et c'est aussi l'intérêt de faire ce genre de préparation. C'est-à-dire que ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une selle d'agneau farcie à l'andouillette et... Alors attends. Recommence. C'est une selle d'agneau farcie à l'andouillette et à la chair à saucisse. Donc en fait, l'idée, c'est de vous montrer que voilà, on a une selle d'agneau, une saucisse, une andouillette. Il y a combien d'animaux là-dedans? Donc il y a voilà. de l'agneau et du cochon. Oui. Les tripes du cochon, la chair du cochon et la viande d'agneau. Très bien. Alors, c'est pas une recette si commune, hein, tu ne nous en voudras pas. Non. Il s'est passé quand même un truc particulier autour de cette recette. Ouais, c'est un ami qui bosse pour le fooding qui m'a écrit pendant le confinement en me disant qu'il envoyait des textes de la littérature à des chefs et qu'ils attendaient de voir leur interprétation. Donc moi, il m'a envoyé un texte d'Alexandre Dumas où les 3 mousquetaires parlent de leur recette favorite, qui est un mouton entier qui est farci à l'andouillette et à la saucisse et qui est rôti entier dans du beurre. Et du coup, il m'a dit, fais quelque chose avec ça. Et de là est sortie cette petite selle d'agneau, qui est quand même moins imposante, mais il y a un côté un peu gargantuesque dans ce plat que j'aime bien. Voilà, l'idée c'était aussi de montrer qu'on peut être une fille, on peut être féminine et on n'est pas forcément obligé de faire des recettes light, on peut aimer la saucisse, on peut aimer les abats, et voilà. On va faire tomber un peu les clichés et les idées reçues, effectivement. C'est ça. Et alors, tu la sers comment? Parce que là, elle arrive froide, comme une charcuterie, pratiquement. C'est comme ça que tu la servirais ou tu la cuirais? Elle serait présentée chaude? Ouais, elle est présentée chaude. D'accord. En fait, l'agneau, il est bon quand il est rosé, comme ici. Okay. Donc, il ne faut pas le recuire. Par contre, il faut le maintenir. Moi, en général, je le sers vraiment tiède, quoi. C'est-à-dire que je le maintiens à 60-70 degrés, au moins. Voilà, je le flash juste un tout petit peu au four pour qu'il ne soit pas glacé. Okay. Mais donc, tu ne vas pas nous le préparer sur cette scène? Si, il est là. Alors, montre-nous. Je vais vous le montrer, mais j'aurai pas le temps de le cuire. Donc, j'en ai ramené un cru pour que vous voyez le résultat fini. Ok. Tu commences par quoi? Donc, on commence par ça ou tu voudrais faire le tour des assiettes que tu vas nous préparer? Alors, je vous ai ramené aussi donc, des rognons blancs. Ça s'appelle, autrement dit, des couilles d'agneau. Parce que c'est un livre qu'on m'a demandé d'écrire pour les éditions de l'Épure aux 10 façons. Pour un tas de raisons, justement parce qu'on m'a souvent accusé d'en manquer pour faire ce métier.
Donc D'accord. c'était un petit pied de nez à tous ceux qui pensent qu'il faut en avoir pour cuisiner. C'est faux. Euh, Donc aujourd'hui, je vais les faire rôtir dans du beurre pour vous montrer qu'en fait, voilà, c'est un plat qui est délicieux. C'est boudé. On le retrouve plus sur les cartes, comme la plupart des abats en général d'ailleurs. Et c'est très dommage parce que c'est un mets de choix, vraiment. J'en vends énormément au restaurant, alors aussi parce que ça intrigue les gens et que ça les amuse. Mais si ça peut les amener à goûter un plat qui n'est plus cuisiné et que finalement ils se disent « Ah, mais en plus c'est bon », voilà. On aura tout gagné. Mais alors, redis le titre du livre que tu as écrit. Les 10 façons aux éditions de l'Épure. Voilà, ce petit livre. Les Donc- couilles, 10 façons de les préparer. Ouais. Bien sûr. On- Et alors, gustativement, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce produit, toi? La texture, c'est hyper tendre. En fait, bon, tout le monde a un peu son ressenti sur ce produit, puis forcément, on a des a priori. Donc, moi, je trouve que ça ressemble à la fois entre le blanc de poulet, le riz de veau, et il y a un léger goût de foie. Ok. Mais c'est vraiment très léger. C'est doux. C'est pas du tout. Un C'est abat pas qui comme sent ouais, comme une andouillette c'est ou pas quelque comme un chose. rognon, c'est Ouais. pas comme les tripes, c'est accessible. Je trouve que c'est l'un des abats les plus accessibles à manger, en tout cas pour commencer, c'est facile. Commençons Voilà. par là. Très bien. Comment tu veux organiser? Tu commences par. Tu veux les appeler comment? On les appelle rognons blancs pour être poli ou on les appelle des couilles? Moi j'aime bien appeler un chat un chat. Eh bien, appelons des couilles des couilles. Allez, c'est parti. Donc on commence par ça? Ouais. Allez. Donc je vais montrer à Céleste comment on fait, parce que c'est une première pour elle. Ouais, aussi. Céleste, tu n'as jamais cuisiné ce Non. produit? J'ai Donc pas- aux Arlos, on ne trouvera pas de couilles, peut-être bientôt. Il en a déjà fait. Ok. Mais non, il en a déjà fait, mais en 2 ans, moi j'en ai fait une fois. Ok, Donc voilà. très bien. Donc je vais la montrer avant que je la charcute. Donc ça se présente comme ça. Moi je retire toujours les deux extrémités qui ne se mangent pas et qui sont un peu embêtantes après. Et après on la coupe en plein milieu jusqu'au bout. Et après ça se lève comme un... Ça ressemble à une noix de Saint-Jacques aussi. Pas au goût pour le coup, mais c'est vrai que voilà. Et je trouve que c'est plus... c'est pareil, c'est plus facile quand c'est découpé et que les gens n'apparentent pas voilà, au produit de départ. Donc moi, je la recoupe. Et les abats à Marseille, il y a quand même aussi une histoire, il y a une tradition. Hein, les pieds paquets, ce genre de choses. Merci. Il y a une tradition avec les pieds paquets, ouais. C'est un plat que je fais au restaurant, ça marche très bien. Et c'est vrai que c'est un plat... ouais, c'est un peu compliqué au début, faut bien trancher. C'est un plat qui se fait de moins en moins et c'est dommage parce qu'en fait, le peu d'amateurs qu'il y a, c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'amateurs, mais ça se trouve plus. Pourtant, c'est vrai que c'est un plat qui prend du temps, mais le rendu vaut vraiment le... Et toi, tu en avais déjà mangé des couilles au restaurant? Moi, j'en ai mangé... je devais avoir 18 ou 19 ans. Ok. J'étais En France ouais, j'étais en Normandie, j'étais en week-end et en fait, je suis allée chez le boucher. Ne te je blesse voulais- pas, hein, Céleste. Hein. Non, mais c'est vachement C'est- drôle la ça texture. glisse. Quoi. Ça Ça glisse. ouais. rebondit pas mal. Voilà. On s'est promis de faire aucun jeu de mots, hein, donc n'en attendez pas de notre part. On va rester hyper sobre sur On la est- couille, c'est voilà. important. On- Par là, plutôt Par là ou de l'autre côté, comme tu veux. Ouais, par là. Et non, j'ai découvert ça en Normandie. En fait, je suis allée chez un boucher, je voulais faire un peu la maline. Je lui dis mettez-moi la pièce de votre choix. Voilà, pour lui montrer que je savais très bien de quoi je parlais. Un peu prétentieuse que j'étais à l'époque. Et en fait, il m'a tendu une paire de couilles et il m'a dit bon appétit. Et voilà, et je suis rentrée chez moi. J'ai pas osé lui dire que je saurais pas du tout quoi en faire. Et je voulais pas montrer que. Donc, je me suis retrouvée un peu face à. Voilà. Piégé. Figé et j'ai dû me débrouiller avec ça parce que j'avais quand même envie de relever le défi. Mais c'est vrai que c'est un produit étonnant. On n'y va pas spontanément, je vous l'accorde, mais ça vaut le coup. Je t'en fais une autre. Ouais. Et alors, tu vas les préparer comment? C'est quoi la préparation justement, la recette si on doit dire les choses simplement?
Là, je l'ai fait vraiment très simplement, poêlé. Je trouve que la façon qui les met le plus à l'honneur, c'est meunière, c'est-à-dire très traditionnelle. Ok. De l'huile bien chaude, vous les balancez dans l'huile avec de l'assaisonnement. Et à la fin, on finit avec un trait de jus de citron, ou en tout cas d'acidité. Moi, je préfère le vinaigre au jus de citron. Ok. Des herbes, du persil, une noix de beurre, et voilà. Et du coup, ça va cuire combien de temps? T'es dans les temps? Parce qu'il ne nous reste pas tant de temps que ça. Ah oui. Peut-être ça on va y vaudrait aller. le coup de les... Si on va avoir le temps de les goûter. Je vais y aller, je vais y aller. Hop. Et sur l'ardoise, c'est l'intitulé? L'intitulé du plat? Moi, au restaurant, je mets Ali Bofi parce que c'est l'appellation marseillaise. D'accord. Après, Tu triches pas? Non, j'aime pas tellement les envolées lyriques pour les noms de plats, je m'y retrouve pas. Au moins, là, les gens savent à quoi s'attendre et voilà. Donc, il faut juste, évidemment, bien faire chauffer la poêle, c'est le plus important, il faut qu'elle soit saisie. Je sais pas où est l'huile. Est-ce qu'on a de l'huile sur le... Normalement, non. Est-ce qu'on peut en apporter rapidement, s'il vous plaît? Ah, non. Je vois du beurre, mais je vois pas d'huile. D'huile d'olive, j'imagine? Pas nécessairement. Peu importe. Ok. Donc Ok. on fait bien chauffer la poêle. À côté de ça, je vais mettre un peu de légumes quand même. Donc je vous ai ramené des petits légumes de chez moi. Très Parce bien. qu'ils sont très mignons. Qu'est-ce que c'est, ces petites... Ça, c'est une courgette. On dirait pas, mais voilà. Courgette, ça, c'est des petites tomates. Tout ça, c'est cultivé à Marseille. Donc c'est beaucoup plus facile d'avoir accès aux beaux produits. En tout cas, je peux comparer Marseille à Paris parce que c'est tout ce que je connais. Mais Ce matin, Alexia Duchesne disait qu'on pouvait facilement cuisiner des produits de la même couleur. J'ai envie de dire que là, on peut cuisiner assez facilement des produits qui ont la même forme. C'est ça. Hein? C'est ce que j'aime, en tout cas. Hop. Donc pendant que ça cuit, on va vous montrer vite fait la selle d'agneau. Sinon, on n'aura pas le temps. Très bien. Donc Céleste est en charge de la cuisson? Ouais. Ouais. Tu fais un peu comme un riz, il faut que ce soit bien... Donc c'est une première en fait là. Comment? C'est une première pour toi. Oui. C'est pratique de faire une première sur scène, effectivement. C'est sans filet quoi. Et nous, on les avait servis en beignets frits. Ouais. D'accord. Et première à la poêle comme ça, à cru. On verra. Ça sent bon, en tout cas. Ouais, On mettra les tomates à la fin. Il y a cette petite odeur effectivement un peu de foie, pas de rognon d'ailleurs, de foie, c'est assez délicat. Donc la selle, voilà. Donc je voulais ramener déjà des ossets pour que ce soit plus rapide. Ok. En gros, voilà, vous avez les petits filets et quand on retire la colonne, ça donne ça. Donc, j'espère qu'on l'a eu en gros plan, hein, ce moment. T'as littéralement... Je fais ça que aux agneaux. Aucun problème. Après, il faut toujours quadriller un peu cette partie-là pour éviter que ça se rétracte à la cuisson. Pourquoi t'en as amené autant là de... Parce qu'en fait, j'avais très peur d'en manquer, donc j'en ai commandé à plusieurs personnes et tout le monde m'en a pris 3 kilos. Alors du coup, je me retrouve avec... Alors, franchement, ceux qui veulent un doggy bag, il n'y a pas de problème cette fois-ci. Au kilo, ça coûte combien? J'allais dire une... Entre 7 et 10 euros le kilo. En plus, c'est accessible. Bah, personne n'en mange, donc en général, les bouchers, ils sont plutôt contents de s'en débarrasser. Et ça se commande partout, en fait. Chez n'importe quel boucher, il faut juste prévenir la veille. Ok. Et en carpaccio, Anne et Thor, t'as pas proposé de le... C'est horrible. Horrible. Non, faites pas ça, c'est pas bon. Donc là, j'aurais dû prendre un petit cul de poule, je vais faire ça. Tu veux mettre du beurre à un moment? Tu peux mettre un peu de beurre, ouais. Tiens. Okay. Merci. Donc ta chair à saucisse, c'est ni plus ni moins que ta saucisse que tu vas utiliser. Ouais. J'ai ramené ça sous cette forme-là pour montrer qu'en fait, l'avantage, c'est que... C'est portionné.
Ouais, c'est portionné, surtout réutilisable en fait. Moi, quand j'ai besoin de faire une préparation charcutière, soit je prends une saucisse, ou quand il m'en reste un peu, ça finit dans un pâté. C'est toujours voilà, réutilisable. On peut tout retravailler. Donc là, sur cette selle d'agneau, donc j'ai mis raisin sec et pignon. Donc j'ai ramené raisin sec et pignon pour rester dans le thème. Pourquoi dans le thème? Toujours dans le thème. Je vais en remettre une au cas où. En quoi c'est le thème pignon et raisin sec? C'est cuisine En fait, moi, dans toutes mes charcuteries, à part la saucisse, je mets toujours 2 fruits secs. Donc un qui va ramener du sucre, et un, en général, soit je pars sur de la pistache ou de la noisette. Ou là, les pignons, je trouve que sur la selle d'agneau, c'est mieux. Surtout qu'à la découpe, en fait, c'est assez fragile. Et s'il y a une grosse noisette au milieu, voilà, je me suis retrouvée un peu dans des situations cata. Donc je reste sur le pignon de pain, au moins, il ramène une petite touche, mais il n'est pas gênant sur la découpe. Donc ça, après, la dernière fois, j'avais mis une duxelle de champignons que j'avais rajouté aussi, c'était intéressant. Mais bon, on peut le faire nature, on peut rajouter ce qu'on veut, une tombée d'épinards. De toute façon, l'andouillette et l'agneau sont tellement forts que la chair aux saucisses, ça va surtout ramener un peu de... Ça va tenir l'ensemble. Oui, ça va être le liant, le support presque de... C'est ça. Ouais, très bien. Donc pour parler un peu produit, parce que c'est quand même la base, je travaille avec un boucher qui est à Sens, donc qui n'est pas du tout à côté de mon restaurant, qui fait de la viande exceptionnelle. Donc là, il m'a envoyé de l'agneau de Mérinos, le Mérinos d'Arles, ça s'appelle. Et il m'a envoyé les andouillettes de chez Thierry, donc qui est vraiment le pompe de l'andouillette, qui fait un produit exceptionnel. Donc on est d'accord, c'est quand même pas toi qui fais tes propres andouillettes, pas encore? Bah, en fait, j'y ai pensé, mais ça prend tellement de temps, et surtout, il y en a qui le font beaucoup mieux que moi. Donc, à un moment donné, tout faire soi-même, c'est super, mais si c'est pour bosser des heures et avoir un résultat qui est moins bien que celui que je trouve chez mon boucher, je vois pas l'intérêt. Du coup, je vais rester sur cette andouillette qui est merveilleuse, qui est là. Qui est ici. Voilà. Donc, je retire la petite peau. Tu peux déglacer au jus, ouais. Donc moi je fonctionne beaucoup avec le jus de viande, c'est aussi la base de ma cuisine, enfin la demi-glace plus précisément. Voilà, donc je finis toujours mes cuissons avec un peu de demi-glace, un petit peu de poivre, et voilà. Après, pour ceux qui sont un peu inquiets sur la cuisson, vous pouvez très bien les blanchir avant de... Vous les blanchissez 2-3 minutes à l'eau avant de les poêler. Je sais pas comment il marchait. C'est bon. Ça va. Tu peux débarrasser. Là, ça c'est terminé. La cuisson. Ça c'est terminé, ouais. Okay. Alors. Dans une assiette. Ouais. Et la femme du boucher, comment tu le qualifierais? C'est un restaurant, un bistrot? C'est un bistrot. Et comment tu fais la nuance, justement? Qu'est-ce qui te permet de le dire? Pardon? Qu'est-ce qui te permet de dire que c'est un bistrot et pas autre chose qu'un restaurant ou bistronomique? Pourquoi tu as envie de ce terme-là? J'avais envie de ce terme-là parce que je trouve que c'est un terme qui a été un peu boudé aussi à un moment, qui peut avoir des côtés péjoratifs. Mais voilà, bistronomie, c'est le mélange de gastronomie et de bistrot. Et en fait, moi, je suis surtout pas gastronomie. Je suis bistrot. Donc, il n'y a pas de... Je me reconnais pas là-dedans. C'est une cuisine que j'ai aimé faire aussi, donc je la dénigre pas, mais c'est pas mon créneau. Bien sûr. Ça. C'est celui-là? Oui. Ok. C'est un peu chaud, hein. C'est pas du tout que je suis... Oh là là. J'ai fait tomber ma couille. On avait dit pas de blague, hein? C'est pas une blague, c'est la réalité. Je suis désolé. Tu m'en laisses une deuxième? Je vais t'en sortir une. Hop. Donc la selle d'agneau, on la crépine. Un peu. Oui, effectivement, c'est assez organique hein, quand même, comme cuisine. Ouais, plutôt. Donc bien fermé, parce que sinon, à la cuisson, ça part dans tous les sens. Hop.
Et après, on ficelle et voilà. Et donc ça part en cuisson combien de temps? Ça, c'est assez rapide parce que tu voudrais éviter que ce soit trop cuit surtout. Tu voudrais que l'agneau reste rosé. Ouais, il faut faire très attention effectivement parce que faire tout ce travail et avoir un rendu sec et trop cuit, c'est dommage. Donc il faut la cuire vraiment pas très longtemps. À savoir, moi je sonde quand c'est une cinquantaine de degrés à cœur, 53, je l'arrête et je laisse gentiment sur le coin du fourneau, on dit tirer, c'est-à-dire que la cuisson continue, Bien sûr. même si on retire du four. Donc voilà. Mais il y a quand même un travail de boucher, de charcutier là, hein, plus que de cuisinier aussi. Ouais, Comment on fait la nuance justement entre tous ces métiers comment est-ce qu'on fait quoi? La nuance justement, comment on arrive à trouver finalement la bonne place? Est-ce que tu as envie de cuisiner, t'as envie de... Là tu mets quand même les mains... Il ne faut pas essayer de chercher une place, je pense qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire surtout. Après c'est sûr que je sais que si un boucher me regarde faire, par exemple le mien, il m'a souvent dit que je ne savais pas ficeler et je sais qu'il a raison. Mais c'est pas grave, je pense que le plus important c'est qu'il faut faire ce qui nous fait plaisir et puis pas essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas charcutière, moi je suis cuisinière, je me prétends pas, je trouve que chef de cuisine, oui aussi, mais c'est un terme qui me dérange un peu. Pourquoi Je sais pas, je cuisine avec bonheur mais je me sens pas concernée par ce mot. J'aime pas qu'on m'appelle chef, j'aime bien qu'on m'appelle Laetitia, mes parents m'ont donné un joli prénom, ça me va. Mais bon, en tout cas, il ne faut pas avoir peur de faire de la charcuterie parce que le rendu est toujours chouette. Enfin, toujours. Pour vous parler des assaisonnements, parce que c'est un peu ça le plus important. Vas-y. Il faut éviter de trop saler la charcuterie parce qu'un boucher charcutier, en fait, il va avoir un problème de conservation dans sa boutique, c'est-à-dire qu'il doit garder ses saucisses. Non, non. Excuse-moi Laetitia, ce plat il est terminé, hein, je peux le... Ouais, je vais juste rajouter un peu d'herbe fraîche dessus. Ok. Excuse-moi, je t'ai arrêté sur l'assaisonnement. Il faut essayer de rester au plus bas, enfin au plus juste. Pour moi, c'est 12 grammes de sel au kilo, là où un charcutier fait entre 18 et 22 grammes au kilo de sel. Parce qu'il va avoir un problème de conservation que moi, j'ai pas. Puisque tu es un restaurant, justement, tu n'es pas une charcuterie. Parce que je suis dans un restaurant, donc c'est l'avantage. Donc voilà ce que ça donne une selle d'agneau, avant cuisson. Enfin, une selle d'agneau. Une selle d'agneau farcie à l'andouillette. Une selle d'agneau farcie. Donc voilà, moi j'assaisonne à 12 grammes de sel au kilo et 4 grammes de poivre au kilo pour avoir quelque chose de juste. Après, c'est une question de goût, le sel, mais je trouve que le cochon, souvent, il se suffit à lui-même et que c'est dommage de trop l'assaisonner. Par exemple, là, je vous ai ramené un petit pâté en croûte, pareil, qui n'est pas du tout académique parce que moi, je le fais comme ça. Donc là, c'est canard, pistache, la frogue, donc c'est du whisky tourbé, et boudin. Ça, c'est le genre de petite entrée que je sers au restaurant. Et c'est vrai que les gens se damnent pour les charcuteries, surtout quand ils savent qu'il n'y a que des bonnes choses dedans, parce que je suis capable d'en parler, je sais d'où vient mon cochon, je sais d'où vient le sang, voilà, tout est choisi. Très bien, mais en quoi il n'est pas académique? C'est sa forme, c'est son... Tu peux ciseler un peu d'herbe, s'il te plaît? Et oui, sa forme, oui, c'est une forme... En fait, il n'est pas... Techniquement, les pâtés en croûte, ils sont de forme rectangulaire avec... Oui, c'est devenu des œuvres d'art, hein. Il y a aussi... C'est devenu des œuvres d'art, oui. Moi, après, au restaurant, je le fais de façon beaucoup plus simple. Okay. Je suis pas du tout dans quelque chose d'académique. Je suis pas du tout dans une... c'est pas décoré, c'est pas... Voilà. Moi, ma cuisine, c'est pas plus que ça. C'est-à-dire qu'une entrée, ça va être une belle tranche de pâté avec des pickles, des cornichons, un verre de rouge, et normalement, ça se passe bien. Et alors, cette assiette, tu vas la terminer d'adresser, c'est ça avec... Je mets toujours un peu d'herbe fraîche à la fin parce que je trouve que c'est indispensable. En fait, là, on a quand même beaucoup d'éléments gras. D'ailleurs, on a oublié de mettre un petit trait de vinaigre, mais bon, c'est pas grave, il y en a dans le jus, donc on va dire que ça va aller. Okay. Ce sera bon quand même. Tiens, je te donne un peu de coriandre. La coriandre, par exemple, c'est un produit que j'aime bien mettre sur la charcuterie, et surtout sur ce genre de préparation, parce que je trouve que ça ramène une petite acidité et une fraîcheur, et voilà, là, on est vraiment dans le gras, dans le terroir, et la petite herbe, à la fin, rajoute une petite touche de finesse quand même. Et je vois, il y a des produits que tu n'as pas utilisés là-bas, le shiitake ou le... Oui, en fait, pour la poêlée, j'avais ramené des cèpes que j'ai pas mis non plus.
Enfin, je voulais partir un peu dans tous les sens sur cette poêlée, mais en fait, on peut tout y mettre. Ok. Là, je m'étais dit qu'à la fin, on mettrait peut-être des petites tomates. Ça marche super bien avec des cèpes. En fait, ça marche avec tout. C'est l'avantage, c'est que c'est ce que je disais au début. C'est un produit qui est vraiment pas fort. Donc, en fait, on peut vraiment l'accommoder avec n'importe quoi. C'est vrai, on est vraiment sur une texture qui est assez douce, hein, qui est pas du tout désagréable en mâche. Et puis, c'est pas du tout un produit qui agresse gustativement, hein, au contraire. Hein, tu parlais d'une texture, plutôt d'un léger goût de foie. C'est comme pour moi, le riz de veau et le foie, c'est effectivement, ça se situe entre les deux. Donc, le riz de veau est quand même un produit extrêmement noble, le foie aussi. Restait plus qu'à mettre les couilles entre les deux. Voilà, les couilles dans l'assiette. Ok. Je t'ai ramené des mini farcis. Donc ça, c'est pour vous montrer la finesse des petits produits qu'on trouve chez moi. Très bien. Pareil, bon, je ne suis pas obsédée par les mini-produits, mais en même temps, je trouve Cette assiette est terminée, on est d'accord? Cette assiette est terminée, tu peux goûter. Et du coup, voilà, j'avais l'envie de faire des mini farcis, encore une fois, sur cette idée de... Par exemple, quand je finis de faire mes saucisses, il me reste toujours un peu de chair dans le poussoir que je ne peux pas mettre en boyau. Et du coup, c'est réutilisé dans des petits poivrons qui me sont livrés par le paysan qui est en plein Marseille. Donc voilà, ça en fait un cercle vertueux. Un cercle vertueux, exactement. Bon, eh ben, écoutez, on va l'applaudir très fort. Beaucoup. Laetitia Wyss, la femme du boucher à Marseille, merci beaucoup. Merci à Céleste aussi. Merci à vous d'avoir cuisiné cette assiette.